micro puis juste poser vos questions. Comme vous avez pu le voir, cette session est intitulée Pourquoi la gestion de données. Il va en avoir une seconde qui est exactement la même, qui va être donnée le 17 juin par Katia, une collègue du CIUS national, qui est exactement la même base là, sur Why Data Management. La seule différence, c'est qu'elle va être en anglais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Juliette Gann, je suis scientifique de données. Je travaille depuis août dernier à l'OGSL. J'ai été engagée spécifiquement pour dans le cadre du programme TCA pour aider les chercheurs dans leur intégration de données, puis pour aider aussi à l'OGSL, puis au CIUS plus largement, euh, à intégrer des données qui viennent d'autres domaines que ceux qui ont été traditionnellement le focus du CIUS, c'est-à-dire des données océanographiques et de biodiversité. Euh, Comme vous savez, ici, c'est un programme assez large avec des chercheurs qui viennent de beaucoup de disciplines et donc le but, c'est de trouver comment intégrer au mieux ces jeux de données-là au sein de nos systèmes. Je vais commencer par une brève présentation du CIUS, puis après, je vais me lancer plus spécifiquement dans le sujet du Lunch and Learn d'aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion de données. Puis vous allez voir, ça va faire une boucle à la fin sur comment le CIUS, l'OGSL, le CIUS Atlantique peut vous aider dans les enjeux justement, puis les défis qu'on peut avoir quand on fait de la gestion de données. Donc, le CIUS, en bref, c'est le système intégré d'observation des océans du Canada. Le but, c'est de réunir sur une même plateforme des données sur les océans en les normalisant, puis surtout en leur permettant d'interagir entre elles, soit sur une base géographique, soit sur une base thématique. Et ultimement, l'objectif, c'est d'offrir au public, aux partenaires, les universités, les associations, les gouvernements, des données fiables qui permettent une meilleure gestion des océans, mais aussi des gens, des communautés qui y vivent, humaines et non humaines. La mission du CIUS, c'est pas juste de partager des données, mais c'est de travailler avec les partenaires pour qu'ils puissent, pour que ces données-là répondent à des standards internationaux. Puis ce travail-là correspond à notre vision écosystémique des enjeux océaniques, qui ne voit pas seulement les océans comme un habitat d'animaux ou de plantes ou à travers des données physico-chimiques, mais aussi comme un endroit de vie, un territoire économique pour beaucoup de pays, etc., etc. Et toutes ces disciplines se parlent finalement. Euh, Brièvement, sur le système d'observation des océans, le CIUS fait partie d'un réseau plus large qui inclut tous les océans mondiaux. On a l'équivalent du CIUS aux États-Unis, en Europe, dans le Pacifique, en Afrique, etc. Et depuis 2023, on est membre euh, du GOOS, qui est finalement l'organe coordinateur de tous ces systèmes d'observation des océans. La structure du CIOC se fait à deux niveaux. On a un niveau national avec le bureau coordinateur qui permet de partager des outils, mais aussi des meilleures pratiques, puis aux équipes de se coordonner sur le travail qu'on fait avec nos différents partenaires. Puis il y a un niveau euh, régional avec trois associations, une dans le Pacifique, une qui couvre le Saint-Laurent des Grands Lacs au Golfe, l'OGSL, et puis une association atlantique. Chacune de ces associations régionales sont en contact direct avec les producteurs de données. C'est eux qui font l'intégration des données et qui les divisent dans leur... Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y avait une question? Peut-être que quelqu'un a oublié de fermer son micro. Tout est beau? OK. Euh, alors voilà, je disais, les producteurs de données sont en contact direct avec les associations régionales les plus proches d'elles, mais après,
toutes les données sont moissonnées au niveau national et se retrouvent dans le catalogue national du SIUC. Le SIUC est aussi en contact avec différents groupes de recherche et autres catalogues qui permettent d'intégrer les données à ce niveau-là, Edmondson Science, DataStream et Canwin, par exemple. Donc, les utilisateurs peuvent soit euh, aller chercher les jeux de données directement au national ou dans chaque association régionale, dépendant de l'utilisation qu'ils veulent en faire et quel genre de données ils veulent trouver. Mais euh, comme je le disais, le bureau coordinateur sert à partager des outils. Ça, c'est nos quatre principaux outils. Le premier, c'est le formulaire de métadonnées. Dans ce formulaire-là, ça permet aux partenaires en fait de partager leurs données. Ça pose une série de questions sur le jeu de données, le titre, le résumé, les auteurs, etc. Et ça permet de remplir un XML, un document qui détaille en fait tous vos données et qui après est partageable avec différents systèmes des autres catalogues au niveau international. Justement, le deuxième outil qu'on partage, c'est le catalogue de données. C'est le même système qui est derrière le catalogue du national et des trois régions du CIUS. Ensuite, on a la carte catalogue qui permet de visualiser pour les gens qui ont besoin qui veulent prendre une approche spatiale ou géographique où ont été collectés les jeux de données. Avec les mêmes informations que vous allez retrouver dans le catalogue, mais comme présentées sur une carte où vous pouvez vous rapprocher puis voir où est-ce où ça vous intéresse ou près de chez vous, quel genre de jeux de données ont été créés. Et finalement, on a l'explorateur de données qui descend un niveau plus bas, qui permet finalement d'aller voir à l'intérieur du jeu de données, tous les points et les variables qui ont pu être trouvées. Et ça, c'est pas disponible pour tous nos jeux de données parce que tous nos jeux de données ne sont pas nécessairement appropriés pour être partagés via l'explorateur de données, mais ça permet quand même d'avoir un bon aperçu de où est-ce qu'ont été collectés, pas juste les jeux de données, mais les données en elles-mêmes. Finalement, on a quatre gros projets en ce moment, cinq gros projets, excusez-moi. D'une part, le Pacifique est en train de travailler sur une application des données sur l'acidification et l'hypoxie dans les océans qui devrait sortir au printemps 2026, donc dans les prochaines semaines. L'OGSL travaille a lancé récemment une application qui s'appelle Nautilo, qui permet la navigation sur le fleuve Saint-Laurent avec des informations comme la marée, la température, la couverture de glace, etc., on l'a lancé donc il y a quelques semaines et qui est visiblement très apprécié par les pilotes et les plaisanciers qui utilisent le fleuve. Un de nos financements aussi s'appelle Building Bridges. C'est un financement qui vise à l'adoption sensée de l'intelligence artificielle euh, euh, dans le secteur océanique, notamment via une communauté de pratique qui réunit des acteurs qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, des industries, mais aussi des chercheurs, etc. Euh, le CIUS est aussi financé par l'Alliance numérique du Canada via un financement qui s'appelle Espace de données nationaux, National Data Spaces, et qui aide les espaces de données canadiens à gagner en maturité en développant leur processus interne, etc. Finalement, comme vous le savez, parce que vous êtes ici dans le cadre de Tissier, on est aussi financé par Transforming Climate Action, qui est sur quatre universités et qui focus sur l'humain, le climat et l'océan, et tout ce qui entoure ces quatre grands champs. Euh, alors, on tombe maintenant dans le cœur du sujet. Pourquoi la gestion de données? Ben, une des premières raisons, c'est la valeur qu'on lui donnait. J'ai mis ici une citation de Tim Berners-Lee, qui est un des inventeurs avec ses collègues du CERN à Genève, du World Wide Web. Et ce que cette citation nous rappelle, c'est que
les données dans les dernières décennies ont vécu à travers de nombreux supports. Là. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous n'avez peut-être pas connu les disques, les floppy disks, là, mais en tout cas, il y a eu plusieurs supports qui ont changé à travers les années, mais les données, elles restent précieuses, puis elles ont besoin de pouvoir passer d'un système à l'autre et ainsi d'être protégées contre des accidents, contre des avaries, mais aussi contre notre propre mémoire et ses failles. C'est ici que c'est important de documenter en fait nos processus de la collecte, de l'analyse, du formatage de nos données. Toutes ces tâches, c'est ce qu'on appelle finalement la gestion de données, ça prend du temps, mais vos collègues, la communauté plus largement qui pourrait réutiliser vos données et aussi vous-même, peut-être dans quelques mois, vont être assez satisfaits de savoir pourquoi il y a eu une transformation qui a été faite sur le script, pourquoi vous avez exclu telle ou telle donnée aberrante, comment est-ce que vous avez euh, choisi vos codes, par exemple. Pour développer des bonnes pratiques, euh, ça prend, ça prend du temps, mais finalement, ça en gagne si on parle du long cours d'un projet. Euh, Notamment, les plans de gestion de données rendent l'écriture de sections méthodologiques, par exemple, ou l'écriture de data paper de plus en plus facile. Alors, pourquoi la gestion de données? Il y a plusieurs bénéfices. Au plan individuel, ça permet de s'assurer de la qualité puis de la consistance, de trouver des erreurs plus facilement, des duplications, des aberrations. Donc, ça permet d'augmenter la qualité de la recherche. Ça permet aussi de partager à d'autres dans le temps ou durant le projet de recherche. Et ça permet à ces autres justement d'évaluer nos données. Et donc, la recherche collaborative est plus facile avec une bonne gestion de données. Ça permet aussi des pratiques de validation et de réplication qui sont assez centraux dans certaines disciplines. Mais plus largement, je pense que un des éléments qui réunit la plupart de la recherche scientifique, c'est cette idée-là de, même si la validation, la réplication n'est pas le but, c'est l'idée de transparence. Et donc, une bonne gestion de données, ça permet d'être transparent avec les choix qu'on a faits au niveau de la collecte, de la transformation et même de la diffusion de nos données. Euh, à un niveau plus systémique, un des bénéfices de la gestion de données, c'est que on permet on sait que aller collecter des données, les transformer, tout ça, c'est des activités qui demandent beaucoup de ressources, de temps, et tout ça, ça fait que ça permet de ne pas dédoubler les efforts et même de créer du matériel pédagogique, par exemple, avec les données qui ont déjà été récoltées, puis de ne pas avoir à les récolter de nouveau. Finalement, de plus en plus, ça devient un critère ou une condition pour certains financements d'avoir un plan de gestion de données ou de montrer comment est-ce que nos données vont être partagées, si c'est le cas. Quand la recherche est financée par le public, c'est de plus en plus une demande des agences nationales et provinciales que le matériel qui a été collecté soit repartagé au public qui l'a financé. Maintenant, je vais passer un petit peu de temps sur les principes FAIR, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui ont été formulés en 2014 à Leiden. FAIR, c'est un acronyme anglais à la base, mais qui a été traduit en français pour facile, accessible, interopérable et réutilisable. Facile à trouver, ça repose sur deux principaux points. Ça veut dire que les données doivent être faciles à trouver à la fois pour les humains et par les machines. Et ça se fait via des identifiants uniques. Ça peut être un DOI si on parle d'un chercheur ou d'un résultat de recherche, par exemple un article, un livre ou même un jeu de données. Un ORCID, ça va être associé à un chercheur. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'en avez pas déjà un, à aller vous en créer un. Ça prend quelques minutes, puis ça permet à ce que
tout ce que vous allez créer en tant que chercheur soit attribué à vous, puis pas à quelqu'un d'autre comme le même nom de vous, mais qui est dans une autre université, par exemple. Les rares sont associés en général à des organisations, des universités, donc ça peut être intéressant de vérifier que votre université a bien un rare, mais je pense que c'est le cas pour toutes les universités d'ici, puis même pour certains groupes de projets de recherche. Aussi, avec TCA, on expérimente l'idée de créer des raids qui vont être des identifiants uniques. Donc, un peu dans le même sens que oui, un orchide ou un rare, c'est un- quelques lettres et chiffres qui sont uniques et qui suivent finalement la personne, l'objet de recherche ou l'organisation. Puis dans le cas des raids, ça va être pour des projets de recherche à lesquels ça va être associé. Donc, Tissier, en gros, aurait un raid associé. C'est une expérimentation au Canada, ça va être la première fois que ça va être utilisé. Le deuxième élément important de facile à trouver, c'est d'avoir des métadonnées descriptives, des métadonnées qui permettent de comprendre le jeu de données. Les métadonnées, en gros, c'est les données sur les données, c'est toute l'information qui va permettre d'expliquer qu'est-ce qui est dans le jeu de données. Son titre, une petite description, qui est-ce qui l'a créé, où est-ce que les données ont été collectées, quelle version on est en train de regarder, etc., etc. La deuxième lettre de FAIR, c'est accessible. Euh, accessible, ça veut dire qu'une fois qu'on a été trouvé, c'est possible d'avoir accès aux données. Et ça, c'est un principe vraiment fondateur dans FAIR, parce que pour revenir à la citation que je lisais tout à l'heure euh, de, de Tim Berners-Lee, les données restent précieuses, mais les systèmes dans lesquels on les trouve, euh, eux peuvent mourir ou euh, tomber en désuétude. C'est-à-dire que peut-être que vous pensiez, comme ça a été le cas à une époque pour moi, que la suite Office, ça venait avec l'ordinateur, puis que c'était pas un problème, que ça allait toujours être accessible, mais en fait, c'est un élément payant qui est détenu par une compagnie privée qui peut décider de changer les règles d'accès, qui peut décider aussi de fermer ce service-là complètement. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des formats le plus accessibles possible, des formats ouverts idéalement, des formats qui ne sont pas contraints à ces règles-là. Et donc, quand vous allez sur le catalogue du CIUS, vous avez les données accessibles dans des formats ouverts, les CSV par exemple, pour les données tabulaires, etc., etc. Euh, le I de FAIR correspond à interopérable. Euh, Ce que ça veut dire, c'est que plusieurs systèmes doivent être capables d'analyser, de catégoriser le contenu. Puis encore une fois, ça, c'est fait via les métadonnées. Si les métadonnées sont bien entrées, qu'on connaît qui est-ce qui a créé le jeu de données, quel genre de mots-clés sont associés, ben, c'est plus facile après ça pour d'autres systèmes de bien les catégoriser, puis ensuite pour d'autres personnes de les trouver. Fait que pour y parvenir, il y a un besoin de normaliser les données puis de les documenter adéquatement avec des métadonnées. À quoi ça ressemble au sein du CIUS? En gros, ici, on a l'exemple d'un jeu de données qui a été créé par la ZIP de la Côte-Nord, je crois, qui s'appelle le marais de la baie de Millevaches, caractérisation des habitats littoraux d'importance de la rive nord de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Vous n'aurez pas pu trouver plus court, mais en tout cas, je pense que c'est Mais voilà, alors ce jeu de données-là a été publié euh, à l'OGSL. Ensuite, ça a été moissonné par le CIUS. Et puis, comme c'est un jeu de données en biodiversité, eh bien, il se retrouve aussi sur le catalogue OBIS, donc qui est l'équivalent océanique de GBIF, qui est à la base maintenu par l'UNESCO, qui est un programme de l'UNESCO pour les données en biodiversité. Comme c'est un jeu de données sur la biodiversité des marais de la baie de Millevaches, ben ça a pu se retrouver sur Obis puis a été réutilisé par plein de gens qui
cherchait pas nécessairement à en savoir plus sur la rive nord de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, mais qui s'intéressait à une des plantes, par exemple, qu'on a retrouvées là-bas, ou un des oiseaux, etc., etc. Euh, Ce jeu de données-là ne se retrouve pas seulement à l'international sur les catalogues OBCG-BIF, mais aussi au niveau national canadien sur l'UNARES qui moissonne tous les jeux de données qui sont entrés via le système SIUS. Donc, c'est ça. L'idée, en fait, d'interopérable, c'est que si vous déposez dans un catalogue, surtout un catalogue spécialisé qui est assez proche de la discipline, ben, vous allez pouvoir avoir un certain degré de normalisation qui ensuite va le rendre disponible dans d'autres systèmes plus larges. Finalement, FAI donne R, c'est-à-dire que si les données sont faciles à trouver, accessibles, interopérables, elles sont aussi réutilisables. Euh, Réutilisable, ça veut aussi dire qu'on a les licences appropriées, c'est-à-dire une indication de comment réutiliser, dans quel contexte on peut réutiliser les données, quelles sont les limitations du jeu de données. En général, ce qu'on conseille au SUS, c'est d'utiliser Creative Commons 4.0 qui demande aux gens qui veulent réutiliser le jeu de données de mettre une attribution, c'est-à-dire que on peut réutiliser le jeu de données, il faut utiliser le DOI, par exemple, dans les citations, et puis mettre une attribution pour les gens qui ont pris le temps, puis les ressources pour créer ce jeu de données. Puis, à quoi ça peut ressembler une réutilisation. Ben, une des réutilisations qui a été faite au sein du CIUS, c'est justement l'application Notilo, qui est basée sur des données qui sont collectées en partie par différents ministères et qui sont disponibles au sein de nos catalogues et qui permet maintenant de visualiser euh, puis de créer des itinéraires sécuritaires pour naviguer sur le fleuve. Mais plus généralement, je voudrais continuer en parlant des principes CARE et PCAP, puis plus généralement de l'idée de souveraineté des données autochtones. Bien que FAIR soit assez consensuel au sein de la communauté des gestionnaires de données, euh, c'est une approche qui est assez données-centrique ou data-centric, dans le sens où on considère peu dans quel contexte les données ont été créées. Puis de plus en plus, en réaction, il y a des critiques qui, à mon avis, valables, qui ont été faites par, en particulier des groupes autochtones, des groupes marginalisés, qui nous ont invités à considérer l'environnement où les données ont été produites. D'une part, on a CARE, qui est au niveau international, qui met l'emphase sur les bénéfices collectifs et non individuels pour que les données créent de la valeur pour les communautés et pas nécessairement juste seulement pour les chercheurs. Et CARE souligne aussi l'importance de l'autodétermination et du respect des peuples autochtones dans la gouvernance des données, de la collection à l'analyse à l'interprétation. CARE appelle aussi à la responsabilité dans la création d'une relation réciproque et basée sur la souveraineté autochtone qui devrait devenir, cette gouvernance-là devrait devenir une obligation et pas une option. Et finalement, CARE propose une approche éthique fondée sur la dignité, les droits humains et le bien-être plutôt que l'extraction. Au Canada, les Premières Nations ont créé ce qu'on appelle les principes OCAP. C'est important de dire que ça s'applique aux Premières Nations et non aux Métis et aux Inuits, qui ont aussi leur propre principe de souveraineté de données autochtones, mais qui s'applique généralement à une communauté, puis pas plus largement. Ce que PCAP affirme, c'est la propriété euh, des données des communautés des Premières Nations sur l'information collectée à la fois à propos d'eux, sur leur territoire et collectée par eux.
Et puis, l'importance d'établir en fait des protocoles pour partager, collecter, analyser des données, ce genre de données. J'y je voulais ici prendre un petit peu de temps pour parler de comme pilier général de la gestion de données. Comme vous avez pu voir, c'est une présentation euh, assez globale qui ne va pas vraiment dans les détails de comment faire de la gestion de données, mais plutôt pourquoi. Mais je voulais quand même donner quelques idées sur les, ca- les, les piliers importants qui permettent une bonne gestion de données. Puis, il va y avoir d'autres présentations, puis vous pouvez aussi nous contacter au CIUS ou à l'OGSL. Plus généralement, si vous avez des questions plus spécifiques sur comment faire votre gestion de données, puis on peut regarder avec vous votre jeu de données en particulier, puis essayer d'appliquer finalement ces piliers-là. Le premier, c'est l'organisation. Dans l'organisation, on retrouve une structure dans les données, euh, mais aussi dans comment on organise les dossiers, l'arborescence, avec des conventions de nommage qui sont partagées dans toute l'équipe et qui rendent les données donc faciles à trouver même dans la phase active euh, de la recherche. Deuxième pilier, constance. Euh, Partager des standards et des normes afin de s'assurer que les mesures soient prises de la même façon, que tout le monde pense à la profondeur, par exemple, de la même façon, ou qu'on fasse l'analyse de texte de la même façon, que le codebook, par exemple, soit partagé dans toute l'équipe et mis à jour si les normes changent et si on décide de changer les systèmes ou quoi que ce soit. Puis le troisième, c'est la continuité, c'est-à-dire documenter des processus, garder des versions de nos données brutes, de nos données transformées à plusieurs étapes du projet. Ça permet une certaine résilience en cas de changement. Il y a des membres qui quittent ou il y a euh, des perturbations dans l'équipe de recherche, ce genre de choses. On peut ici penser à avoir plusieurs copies sur différents sites, dans différents formats, pour aussi se préserver de, d'avaries et d'accidents. Je mettrai tout ça dans le pilier continuité. Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des dernières décennies, ce qui, à une époque, était plus limité et local et de plus en plus ouvert et global. Puis, ce changement-là, il vient en partie de qu'est-ce qui est accessible en termes de système. De plus en plus, les universités offrent du stockage info-nuagique, par exemple, à leurs chercheurs. On a vu le développement de catalogues spécialisés qui sont de plus en plus présents sur le web dans différentes disciplines. Mais cette évolution-là a aussi démontré le besoin du développement de standards, puis certaines disciplines sont plus avancées que d'autres dans ça, mais c'est important, c'est ça, de comprendre que dans les dernières années, on a eu comme une explosion des évolutions dans la préservation, mais dans ce qui est possible. Mais c'est aussi important de développer des normes qui vont permettre à ce que cette information, ces jeux de données qui sont de plus en plus disponibles, soient aussi possibles d'être compris puis utilisés par différents systèmes puis réutilisés par le plus grand nombre possible ou les gens qui en auraient besoin. Euh, il y a plein de défis à la gestion de données, mais ici, je voulais en identifier trois principaux que j'entends souvent quand je parle avec des chercheurs. Le premier, c'est que c'est chronophage. En effet, ça prend du temps d'organiser, de nettoyer, de formater, de s'assurer tout au long du projet de recherche que notre plan de gestion de données est à jour, qu'on a rempli toutes les exigences de la gestion de données. C'est assez, ouais, ça prend du temps. Le deuxième, c'est que les standards, comme on l'a vu dans la dernière diapo,
évolue tout le temps. Euh, la science des données, c'est devenu une science en soi. Euh, Par exemple, OBIS, dont je parlais tout à l'heure, euh, chaque année fait évoluer ces variables essentielles pour de l'océan. Ben, le Goose, par exemple, fait évoluer chaque année ces variables essentielles qui permettent de mesurer la santé des océans. C'est vraiment difficile pour un chercheur de se tenir au courant de toutes ces normes et de diffuser ces données par exemple, au format Darwin Core, je ne sais pas si certains vous connaissent, mais en tout cas, c'est devenu de plus en plus complexe de faire ça. Et donc on ne peut pas devenir un expert en gestion de données euh, facilement, ou encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Troisièmement, il y a des contraintes budgétaires. Les organismes subventionnaires mettre de plus en plus comme contrainte d'avoir à partager un plan de gestion de données puis un plan pour la publication des données à la fin du projet de recherche. Mais cette demande-là n'est pas nécessairement venue avec des temps alloués ou des budgets alloués à ce genre d'efforts. Et c'est une des choses que j'entends souvent, c'est que ça prend du temps, même pour Tissier, ça a été inclus le travail avec le CIUS puis l'OGSL, mais ce n'est pas tous les projets de recherche qui ont cette chance-là. Et puis, donc, je vous avais dit que ma présentation du CIUS au début allait faire une boucle, et c'est maintenant que la boucle se ferme. Euh, les catalogues spécialisés comme le CIUS peuvent évidemment pas régler tous ces problèmes-là, mais on peut participer à les rendre un petit peu moins complexes à résoudre. On peut vous aider à ce que ça prenne un peu moins de temps, à ce que vous soyez accompagné aussi par des scientifiques de données qui sont des experts dans le domaine soit de la biodiversité, euh, soit de RDAP si vous avez des données physico-chimiques et qui vont, eux, normaliser, structurer vos données pour qu'elles soient partageables au plus grand nombre et disponibles pour le plus grand nombre. Euh, Fait que si vous nous confiez des jeux de données qui sont clairs et puis qui sont bien caractérisés, nous, on peut faire cette étape-là de plus de normalisation euh, afin qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Puis, on peut vous aider aussi à trouver les bonnes métadonnées qui vont rendre votre jeu de données trouvable par ceux que ça intéresse. On fait aussi cette connexion-là avec les autres systèmes. Donc, vous diffusez à l'OGSL, par exemple, ben, ça va se retrouver chez Lunaris, chez GBIF, etc., etc. Et puis, on peut aussi tracer, on est en train de travailler là-dessus, de plus en plus la réutilisation de vos jeux de données via des stations et aussi dans d'autres domaines pour voir comment est-ce que les jeux de données qui sont diffusés via nos systèmes euh, sont utilisés pour prendre des meilleures décisions, pour développer euh, euh, des nouveaux euh, des nouvelles choses, des nouvelles recherches, etc., etc. Je vais m'arrêter là-dessus. Je suis disponible pour questions, tout ça. Juste un petit rappel avant que j'arrête de partager mon écran que on est toujours, c'est ça, disponible à votre écoute. Si vous voulez discuter de votre propre jeu de données, de comment bien gérer vos données, d'avoir un petit peu plus de détails sur les trois piliers là, dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de, de continuité, constance et organisation de votre propre jeu de données parce que c'est ça, ce qu'on veut, c'est les rendre plus utiles possible au plus grand nombre possible, puis que le processus de gestion de données soit le moins difficile et que possible. Voilà, j'arrête de partager.
vois une question dans le chat, excusez-moi. Nucléotidique comme... alors, ce qu'on fait en général avec les jeux de données qui sont... en fait, ce qu'on conseille, c'est de mettre le jeu de données dans le catalogue qui est le plus proche puis de ce que vous faites. Fait que si c'est NCBI, ce qu'on fait, c'est on va le moissonner. En fait, on va quand même faire une page catalogue pour ce jeu de données-là au sein du CIUS. Puis, ça va référer à NCBI pour que le plus grand nombre, finalement, puisse voir ce jeu de données-là. Par exemple, pour Tissier, ce qu'on voudrait faire ultimement, c'est avoir une carte catalogue spécifique Tissier où tous les jeux de données qui ont été créés par des chercheurs Tissier soient disponibles via cette carte, puis qu'on puisse les visualiser. Euh, je ne connais pas d'équivalent canadien à NCBI, mais ce qu'on fait en général, c'est que dans les ressources, au lieu d'avoir le PDF ou le CSV ou peu importe, on va avoir le lien vers NCBI ou l'autre catalogue. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, exactement. Très important. Chacune des institutions hautes ont des personnes ressources qui peuvent vous guider. Kédar à Dal, Lesline à Lucar, Philippe à Laval. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense que Memorial a encore personne, mais ça devrait s'en venir. Puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Memorial en ce moment dans l'appel, mais voilà. Mais si vous pouvez les joindre. Je pourrais même, quand je vais diffuser les diapos, ajouter leur email si vous voulez. Ils sont toujours disponibles, puis ils font le lien avec nous. Mais vous pouvez aussi nous contacter directement, par exemple, si vous êtes prêt à partager. Puis on va vous envoyer. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va vous envoyer le lien vers notre formulaire de métadonnées. Puis là, c'est vraiment juste comme un Google Form, mais c'est pas un Google Form. Euh, dans lequel vous allez remplir votre nom, le titre de votre jeu de données, des mots-clés, un petit descriptif du jeu de données, les instruments que vous avez utilisés si c'est le cas, etc., etc. Et puis, une fois que vous avez fini de le remplir, vous nous l'envoyez. Nous, on va vous contacter, on va vous demander de nous envoyer vos données. Puis après ça, nous, on normalise, on fait le travail qu'on fait habituellement avec les jeux de données que l'on reçoit. Puis on vous contacte quelquefois, mettons qu'on a des questions, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou si on fait des changements, ou qu'on propose des changements sur les métadonnées ou sur les données, on va vous faire un petit rapport qui explique qu'est-ce qu'on a changé. On va attendre pour votre rapport, vous envoyer une version en pré-production qu'on appelle avec un lien où vous allez pouvoir voir à quoi va ressembler votre page catalogue avec votre jeu de données, vos noms, votre licence, etc., etc. Et après ça, si vous approuvez, quand vous approuvez, on va le mettre en production, puis ça, c'est disponible. Puis, euh, encore une fois, c'est une façon intéressante. De plus en plus, je pense que dans différentes disciplines, les data papers sont devenus un- de plus en plus communes. Puis c'est une bonne façon d'augmenter ce nombre de publications avec des choses qu'on a finalement besoin de faire pour d'autres raisons, pour faire de la recherche. Donc, c'est euh, c'est un investissement comme, je pense, rentable de notre temps puis nos ressources. Voilà. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous pouvez aussi juste ouvrir votre micro si vous voulez? Oui, Marine. Bonjour, merci Juliette pour la présentation. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, très bien. Ok. Moi, je vois bien comment on publie ces données, qu'on les rend accessibles et surtout comment faire de la science reproductible. Mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est comment on accède à ces catalogues maintenant du côté de l'utilisateur. Comment on peut réutiliser les données. Fait que c'est ça, il y a plusieurs façons d'utiliser, dépendant de qu'est-ce qu'on veut faire avec les données. Mais si, par exemple, je cherche jeu de données spécifique, je vais aller sur. Est-ce que je peux repartager mon écran? Oui, juste repartager ici brièvement.
Share. Juste en allant sur Data Catalog ici, dans Google. Puis là, en fait, la façon dont les gens l'utilisent, une, une des catégorisations fondamentales au sein du CIUS, puis c'est normal parce que la plupart de nos données viennent des sciences océaniques, c'est ce qu'on appelle les variables essentielles. Euh, Elles sont listées ici. Je vais le mettre en français. Abondance d'invertébrés, matière particulière, etc., état de la mer. C'est les variables qui ont été déterminées par le GOOS, le Global Ocean Observing System, sur celles qui permettent de savoir, de comprendre la santé des océans. Fait que si, par exemple, je m'intéresse à la couleur, je vais aller cliquer dans couleur, puis je vais avoir tous les jeux de données qui ont été classifiés ou catégorisés comme parlant de la couleur des océans. On peut ensuite cliquer sur un jeu de données en particulier, puis aller voir sa description, quand est-ce qu'il a été collecté. Puis des fois, il y a des petits liens ici là, dans la description qui permettent de voir. La licence, donc ici, ils ont utilisé Creative Commons. Puis si je clique ici, je vais pouvoir accéder. Ça, c'est un jeu de données qui a été transformé qui a été adapté pour AirDAP. Donc, en ce moment, on travaille sur une interface qui est un peu plus jolie. En ce moment, on a l'interface que AirDAP, ça a été créé par la NOAA, qui est un organisme américain d'observation de l'atmosphère et euh, de la Terre. Et puis, donc, AirDAP, en fait, ça nous permet de sélectionner différents paramètres et ensuite de euh, télécharger juste euh, la partie du jeu de données parce que souvent c'est des jeux de données assez imposants qui nous intéressent. On peut aussi tout télécharger. Donc ça c'est un exemple. Si par exemple je euh, ne suis pas intéressé par une variable essentielle en particulier, je peux juste aller, je retourne encore et cliquer ici. Puis là, je vais avoir accès à tous les jeux de données. Puis là, je peux chercher par mots-clés. Le barre de recherche, en ce moment, on est en train de la retravailler, mais elle cherche via les titres, les mots-clés, euh, les descriptions et les noms des auteurs. Euh, mais voilà, on peut aller voir ici, par exemple, on a un jeu de données sur les pigargues à tête blanche en tant que vecteur des éléments nutritifs marins. Encore une fois, tous nos sites sont disponibles en anglais et en français. Puis, ce jeu de données-là, il est sous embargo. Donc, on peut demander accès. C'est une chose que j'ai pas, dont j'ai pas beaucoup parlé. Mais en gros, de plus en plus, surtout avec Tissier, on pense aux données qui sont sensibles pour plein de raisons, à la fois comme parce que elles viennent de- des communautés autochtones, mais aussi parce que c'est des entrevues ou des choses comme ça, des choses un peu plus sensibles. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour que les données puissent être diffusées, ou en tout cas les métadonnées puissent être diffusées, puis qu'après, soit il y a un accès restreint ou un accès accepté par le chercheur ou non. Fait que c'est des choses qui sont en train de se développer justement dans le cadre de Tissier. Une autre façon d'accéder, c'est au lieu de passer par le catalogue, c'est de passer par la carte. Puis là, finalement, on va visualiser tous les jeux de données euh, de l'OGSL. Hop, ici. Et Super, merci du beaucoup. CIUS. Mais oui, voilà. Et oui, je ne sais pas si j'aurai d'autres questions plus tard, mais moi je suis au Marine Institute et donc du coup je dépends de Memorial et on n'a pas Oui, d'interlocuteur direct. d'accord. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu je pense qu'éventuellement, il va en avoir un. Le grand Manitou des données dans Tissier, c'est Brad Covey. Il est
en ce moment en congé paternité, Oui, mais il devrait revenir d'ici quelques semaines. En attendant, c'est possible de contacter Kedar, qui a pris sa place, ou directement de me contacter moi ou Sus Atlantique. C'est ça. Je vais mettre tous les emails, je pense. Je vais faire je vais faire un petit ajout au diapo pour que tous les emails soient là. Puis finalement, euh, il y a plusieurs points d'entrée finalement pour parler de ces données au sein de ici, puis des fois ça peut être un peu perdant, mais je pense que le message que je vais envoyer, c'est que peu importe qui est-ce que vous contactez en premier, normalement, cette personne-là devrait vous rediriger sur la personne. On connaît tous bien l'écosystème, fait que la personne va vous renvoyer vers la personne la plus adaptée. Au Marine Institute, ça va peut-être être quelqu'un qui est spécialisé en données océanographiques, par exemple, ou ce genre d'accord. de choses. Fait que c'est ça, on travaille de concert et on se divise le travail selon nos compétences et habilités, expertise. D- D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas. Ben, ça fait plaisir. Et puis, ben, je vois pas d'autres questions. Moi, j'avais la main levée, si je peux Oui. juste ajouter Oh, un désolée, petit je vois commentaire. pas. C'était pour, Oui. excuse-moi, j'ai manqué ton nom, là, la personne qui vient juste de parler, mais à Memorial, il y a quelqu'un qui offre du support, c'est pas directement à travers TCA, là, mais elle s'appelle Alison Farrell, où elle est à travers les Mon Libraries. Puis, ils offrent des formations, du support aussi là, pour les plans de gestion de données, vu qu'ils n'ont pas encore quelqu'un d'officiel là-dedans. Fait que ça dépend dépendamment de tes besoins, ça peut être une bonne place aussi où regarder au début. Oui, je vais mettre, c'est vrai, je Merci, vais mettre c'est gentil. l'email de Allison aussi dans la liste parce que c'est vrai qu'à Memorial, c'est le plus proche en termes de gestion de données. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ben, je vous souhaite un bon après-midi. euh, et puis, au plaisir de se recroiser. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour si vous voulez jaser données. Merci, Réjeanne, encore pour la logistique puis l'organisation. C'était super. Puis, c'est ça, on va en avoir plusieurs comme ça dans les prochaines semaines, mois. Donc, Réjeanne va envoyer les liens et tout ça pour se connecter. Puis, le prochain, c'est ça. C'est la même chose. Je vous ai peut-être pas obligé de le refaire. Mais avec Katia en anglais, et puis après un sur les données en sciences sociales et en sciences humaines, je crois. Puis Philippe va en présenter un, euh, Pierre-Emmanuel aussi sur la bibliométrie qui risque d'être très intéressant. Ben, merci beaucoup, et puis bonne Merci journée. pour la présentation, merci pour Merci beaucoup. l'organisation. Au revoir. Au revoir.